Mesdames et messieurs, je voudrais tout d'abord remercier Catherine Poujol et l'IFEAC pour l'invitation à parler ici, ce dont je suis très heureux. Donc ma présentation va concerner en fait un ensemble à propos duquel la biodiversité, à propos duquel jusqu'à présent on a parlé d'une toute petite partie, les êtres humains. Et donc je vais vous parler de la biodiversité en général, en soulignant quelques-unes des caractéristiques de la biodiversité qu'on a trop souvent tendance à oublier et qui de fait concernent aussi l'espèce humaine. Donc je ne vais pas vous parler des relations entre les êtres humains et la biodiversité, puisque quelque part c'est des relations internes à la biodiversité. Je dis ça, c'est un peu de manière provocatrice, mais malgré tout, c'est une partie du raisonnement qu'on doit intégrer pour essayer d'avoir un raisonnement de biologie, d'analyse biologique de notre monde vivant. Alors tout d'abord, le terme biodiversité. Pourquoi parler de biodiversité et pourquoi ne pas parler tout simplement de la vie ou du vivant? Alors il y a une raison historique à cela. Pendant la première moitié du XXe siècle, la biologie a cherché des universaux, des caractéristiques générales à l'ensemble du vivant, en étudiant quelques espèces modèles que l'on connaît, le rat, la souris, la mouche du vinaigre, des petites plantes comme l'arabette également, sur lesquelles des milliers de travaux ont été réalisés. Et puis, dans la seconde moitié du XXe siècle, on s'est rendu compte que toutes ces études qui avaient beaucoup apporté, en fait, à partir de quelques espèces, maintenant devaient être réinvesties dans l'ensemble du vivant, de manière à comprendre un peu plus comment les particuliers des différentes espèces contribuent à la compréhension de l'ensemble de la biodiversité. Donc c'est un terme qui est apparu dans les années 80, biodiversité, qui intègre la diversité génétique qu'il y a dans les populations, les différentes espèces et puis les différents écosystèmes. Donc c'est un terme qui est comparatif, qui est multi-échelle et qui prend en compte donc la variabilité du vivant dans toutes ses dimensions. Alors quand on parle de biodiversité, très souvent on en parle de manière un petit peu affective. On pense aux organismes qui nous semblent beaux, qui nous semblent sympathiques, qui nous semblent utiles. Les beaux papillons, les baleines, des espèces pour lesquelles on a une référence plutôt positive au plan social. Mais la biodiversité, c'est aussi bien d'autres organismes, et d'abord les organismes cultivés, ceux que l'on a domestiqués, et puis ce sont aussi des espèces vecteurs de maladies, aussi des espèces qui nous sont très antipathiques, comme par exemple les blattes, les cafards. Et puis enfin, il y a aussi tous les microbes, toute la partie microscopique de la vie dont certaines sont pathogènes. Et puis aussi, il y a un organisme auquel on ne pense jamais quand on parle de biodiversité, ce sont les êtres humains, et qui font partie bien entendu de la biodiversité. Nous sommes des êtres vivants qui sommes issus de l'évolution à partir d'un groupe particulier de mammifères et de primates. Alors quand on parle de biodiversité, derrière, implicite au terme de biodiversité et à la réhabilitation de la diversité entre les organismes, il y a également un raisonnement de valeurs. Alors quel type de valeurs? On a parlé de valeurs tout à l'heure. Il y a d'abord la valeur de service qui a été beaucoup mise en avant par des plateformes internationales comme l'IPBES ou par la conférence des parties. Donc, valeur de service écosystémique, ça signifie quelque part de manière anthropocentrique qu'on regarde à quoi va servir la biodiversité par rapport aux populations humaines. Elle nous assure de la nourriture, elle nous assure une épuration de l'eau, elle nous assure un air respirable. Mais ça, évidemment, c'est d'autant présent. Et donc, on définit aussi une deuxième sorte de valeur, et que l'IPBES, encore une fois, dans sa réunion à Paris il y a quelques semaines, a reconnue comme extrêmement importante. C'est la valeur optionnelle. Parce que bien sûr, on sait ce dont on a besoin aujourd'hui, enfin on pense savoir la plupart du temps, mais on ne sait pas forcément ce dont on aura besoin dans 10 ans, dans 20 ans, voire dans 100 ans. Et donc il est important de fait de conserver une biodiversité dont l'ampleur est suffisante pour nous assurer toute une gamme de services futurs qu'on n'a pas le bonheur de connaître aujourd'hui.
Et enfin, il y a une troisième valeur qui est alors beaucoup plus difficile à caractériser tant on est anthropocentrique. En fait, c'est la valeur intrinsèque de la biodiversité. Ça relève là d'un raisonnement philosophique, d'éthique, à savoir est-ce qu'on peut imaginer donner une valeur à des organismes vivants, indépendamment de nous, êtres humains. Alors le problème d'un raisonnement de valeur, c'est que autant il est raisonnable dans un dialogue avec la société pour essayer de faire comprendre les enjeux, autant il induit des démarches de monétarisation, des démarches mercantiles, qui ne sont pas forcément toujours positives. Et c'est très difficile a posteriori, quand on a expliqué à des gouvernants, par exemple, la valeur de la biodiversité, de leur expliquer que, par exemple, on n'a pas forcément des bénéfices monétaires immédiats à conserver la biodiversité, mais qu'en fait, on évite des dépenses supplémentaires à la conserver. Donc c'est un raisonnement de précaution qui n'est pas toujours adapté à la gouvernance des régions, des pays. Diapo suivant. Alors la biodiversité, on la mesure aussi de plein de manières différentes. On a vu qu'elle était étudiée à différentes échelles. Donc à l'échelle des populations, on la mesure par la diversité génétique. Donc on regarde les différents individus et on regarde à quel point leurs génomes sont semblables ou différents. On la mesure par la richesse spécifique, le nombre d'espèces. Ça c'est très commun, c'est très trivial. C'est-à-dire quand on va dans un environnement, on dit ici c'est très riche, il y a beaucoup d'espèces. C'est un raccourci, parce que quand on dit qu'il y a beaucoup d'espèces, évidemment, on ne compte pas leur similarité ou leur différence. On ne sait pas à quel point ces espèces sont réellement différentes les unes des autres ou au contraire très proches parentes. Donc c'est pour ça qu'on a récemment créé, dans les années 90, une dernière mesure qui est beaucoup employée aujourd'hui par des écologues et des évolutionnistes, et qui s'appelle la diversité phylogénétique, qui prend en compte sur des arbres évolutifs, en fait, les caractères communs ou différents entre les espèces. Donc pour un ensemble d'espèces données, on calcule une métrique qui donne réellement une appréciation de cette diversité et de différence. Alors la mesure de cette diversité, bien sûr, derrière, il y a encore une fois des éléments très anthropocentriques, puisqu'on mesure quelque chose avec derrière des attendus humains, quelquefois. Et en fait, l'anthropocentrisme, c'est une composante récurrente de toutes les sociétés humaines. Si vous regardez les premiers arbres du vivant, par exemple, publiés par un grand biologiste comme Haeckel au XIXe siècle, vous voyez qu'il s'agit d'une métaphore en forme d'arbre généalogique avec tout au sommet l'homme. Et aujourd'hui, évidemment, ce type de raisonnement doit être modéré, revu par les philosophes de l'éthique, et dans lequel il y a beaucoup à dire et qui devrait être beaucoup plus employé de manière pratique dans le développement de nos sociétés. Et on en trouve encore des traces de l'anthropocentrisme dans la manière dont les différentes crises de l'environnement actuel sont vécues. Actuellement, par exemple, quand on parle du changement climatique, on s'aperçoit qu'il y a infiniment plus de réactions médiatiques et gouvernementales au changement climatique qu'il y en a à la crise de la biodiversité. C'est figuré par le schéma ici. Ce qui est en vert, ce sont les mentions de la crise de la biodiversité. Ce qui est en brun, ce sont les mentions du changement climatique. Vous voyez, le différentiel sur les dernières décennies, c'est colossal. Et quelque part, ça signale encore cet anthropocentrisme. Pour nous, le climat, ce sont des variables physiques qui nous affectent directement sans intermédiaire. Alors que la biodiversité, quelque part, on le considère tellement comme extérieur à nous-mêmes, comme distant, quelque part qu'on ne pense pas en être affecté ou on pense le maîtriser. Et de fait, la crise de la biodiversité, même si on en parle beaucoup dans les médias aujourd'hui, ça reste infiniment moins constaté, malgré les travaux, encore une fois, de la plateforme intergouvernementale l'IPBES. Alors qu'est-ce qu'on connaît de la biodiversité? En fait, aujourd'hui, il y a un peu plus de 2 millions d'espèces, si on emploie la métrique de l'espèce, aussi imparfaite soit-elle. Il y a un peu plus de 2 millions d'espèces qui sont connues. Et on a des informations un peu minimum, quelques observations de répartition, de biologie, sur moins d'1 million d'espèces. Voilà. Et en réalité, toutes les estimations statistiques montrent qu'en réalité, il en existe au moins une dizaine de millions d'espèces, dont on connaît en fait que même pas un quart. Et en plus, il y a des biais considérables. Ici, vous voyez sur ce schéma, par exemple, là, il y a des espèces qui sont suréchantillonnées en vert et d'autres groupes d'organismes qui sont sous-échantillonnés en rouge. Donc, sans surprise, le groupe le plus suréchantillonné sont les oiseaux et le groupe le plus sous-échantillonné sont les insectes.
Et quand on regarde cette tendance sur les dernières décennies, en fait, cette tendance ne fait que croître. Donc il n'y a toujours pas plus d'intérêt pour des organismes qui sont pourtant d'intérêt majeur pour les écosystèmes, comme par exemple les pollinisateurs. De la même manière, si on regarde ce type de tendance au niveau mondial, on s'aperçoit que, voilà, si on compare par exemple un groupe d'insectes et les oiseaux, vous voyez ici toutes les signalisations d'oiseaux en rouge, en orange, et puis ici, la même chose à propos d'un petit groupe d'insectes méconnus. Vous voyez qu'il y a des trous énormes dans la connaissance sur la plupart des groupes d'organismes. En réalité, non seulement on connaît 2 millions d'espèces, mais en réalité on connaît très très peu sur ces 2 millions d'espèces. Il y a aussi un paradoxe, c'est qu'on pense malgré tout connaître un peu plus de choses sur, par exemple, des grandes espèces de mammifères et de vertébrés. Si je vous parle du lion, des girafes, des éléphants, on pense avoir un nombre de connaissances considérables. Et ça a été signalé récemment par un auteur français qui a un paradoxe total. Ces espèces sont tellement présentes dans les médias, dans les dessins animés, dans les reportages naturalistes à la télévision, sur le web, etc., que si vous interrogez le public, il pense que ces espèces sont dans un état de population raisonnable, avec des mesures de protection importantes. En réalité, c'est exactement l'inverse. Toutes ces espèces, sans exception, sont en voie d'extinction. Donc là encore, on croit connaître la biodiversité, mais le filtre médiatique nous donne une image complètement biaisée de cette biodiversité. Alors un autre souci, c'est que là je vous ai beaucoup parlé d'espèces. Et en fait, c'est un raccourci, parce qu'en réalité, je suis désolé d'avoir à vous le dire, mais l'espèce n'existe pas. Si vous regardez par la fenêtre ici, vous allez voir un arbre, et vous ne voyez pas une espèce. Ce que vous voyez, c'est un individu. Et en plus, comme notre vision humaine est limitée, ce que vous voyez, c'est que ça semble être un individu, et en réalité, associé à cet individu arbre, il y a beaucoup d'autres organismes, des microbes, un champignon mycorhizien, sans lequel l'arbre ne pourrait pas vivre. Donc en réalité, l'espèce, c'est un peu comme la pipe de Magritte, vous savez, qui avait été commentée par Michel Foucault. La pipe de Magritte, ceci n'est pas une pipe, parce que ceci est un dessin de pipe. Et de la même manière, ce que vous voyez, ce n'est pas une espèce, c'est un individu, voire un ensemble d'individus dont vous ne percevez pas le détail. Donc vous voyez, en plus, il faut toujours avoir un recul par rapport à ces descriptions de la réalité des organismes, parce que ces descriptions sont des raccourcis de langage, et il ne faut pas que ces raccourcis de langage nous induisent en erreur. Diapo suivant. Puis il y a également un autre gros problème quand on parle de diversité et d'évolution, c'est qu'on a tendance à ranger le vivant sur des gradients, parce que pour nous, c'est très simple d'avoir un raisonnement du plus petit au plus grand, du moins important au plus important. C'est beaucoup plus difficile d'avoir un raisonnement avec plusieurs dimensions, plusieurs paramètres. Et donc là, je vous ai pris quelques photos d'organismes charismatiques comme l'ornithorynque, le platypus, le ginkgo biloba. Ce sont des organismes dont tout le monde pense qu'ils sont archaïques, anciens, que ce sont des fossiles vivants. En réalité, il n'en est rien. Ce sont des espèces relativement récentes qui appartiennent à des groupes anciens. Mais là encore, l'esprit humain a tendance à les catégoriser comme des ancêtres vivants. Et très souvent, il y a des biologistes, pourtant pas trop mal informés, qui prétendent qu'on peut les conserver parce qu'ils sont informatifs au plan évolutif, mais qu'il ne faut pas espérer de leur part un dynamisme génétique qui leur permette de perdurer, ce qui est complètement erroné. Complètement erroné. Voilà. Donc il y a des visions de la biodiversité comme ça, simplificatrices, qui sont très dangereuses pour notre raisonnement quotidien. Même chose avec les catégorisations. Si je vous parle des oiseaux marins, par exemple, ou des mammifères aquatiques, ce sont des catégories, des raccourcis de langage qu'on emploie pour essayer d'aller un peu plus vite dans la description. Mais évidemment, ce faisant, on ne regarde pas la diversité réelle de ces organismes. Et on va commettre des erreurs si on essaye d'avoir des raisonnements de cause à effet entre tel paramètre de l'environnement et tel type de catégorie. Donc là encore, il faut avoir du recul par rapport à ce type de catégorisation. Là, un petit exemple, malheureusement, qui n'est pas très visible sur la diapositive. Là, c'est une étude qui avait été faite par un collègue de mon laboratoire sur une famille de plantes, les euphorbes. Une famille de plantes qu'il a étudiées à Madagascar et qui sont particulièrement adaptées à la sécheresse. Et en réalité, on s'aperçoit qu'on peut être adapté à la sécheresse dans cette famille de plantes sur un petit bout de continent de 50 manières différentes. Donc si je vous parle des plantes succulentes malgaches,
ça ne veut pas dire grand-chose en réalité, parce que ça s'adresse à des adaptations morphologiques, physiologiques, complètement différentes. Diapo suivant. Puis il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que la biodiversité, elle non seulement elle a évolué, elle est la résultante de l'évolution, mais elle continue à évoluer. Donc il ne faut pas en avoir une vision statique. Là, on voit un arbre du vivant moléculaire qui prend en compte un très grand nombre d'organismes. Évidemment, le fait d'arriver à définir des hiérarchies emboîtées comme ça, c'est une des preuves de l'évolution. Une autre preuve de l'évolution sont les mécanismes génétiques de la reproduction ou les raisonnements concernant la valeur sélective et l'adaptation. Mais il faut prendre en compte le fait que cette biodiversité évolue. Diapo suivant. Et très souvent, on pense qu'elle a évolué, on pense que l'évolution c'est quelque chose qui a à voir avec le temps long, avec les dinosaures, avec des périodes de temps de plusieurs millions d'années, alors qu'en réalité la biodiversité autour de nous, elle n'est absolument pas fixe. Dès qu'on relâche une contrainte, dès qu'on exerce une contrainte sur une population, aussitôt on observe un changement. Là, je vous ai mis l'exemple de champignons du fromage. Alors c'est un sujet très français qui est étudié par une équipe de mon laboratoire. Ils ont observé, en faisant des études génomiques sur des champignons du genre Aspergillus, qu'il y avait deux espèces nouvelles qui étaient nées, une espèce dans le camembert et une espèce dans le roquefort. Et en fait, en quelques siècles, nous, les humains, nous avons procédé à une telle pression de sélection sur des Aspergillus que nous avons finalement opéré l'apparition d'espèces nouvelles, le phénomène de spéciation. Donc, vous voyez que l'évolution, ce n'est pas quelque chose qui dure 80 millions d'années et qui reflète la vie et la mort des dinosaures, c'est aussi quelque chose qui a à voir avec nos cultures, avec nos productions agricoles. Ça peut se passer à l'échelle de 3-4 générations. On connaît tous les problèmes de résistance aux pesticides, de résistance aux antibiotiques, sont des phénomènes qui peuvent apparaître en 4 générations dans des populations d'insectes. Alors, en plus, la biodiversité, bien sûr, là on en parle dans le temps, mais il y a une autre dimension, c'est l'espace. Et dans l'espace, elle est aussi très irrégulièrement répartie. Il y a des phénomènes de gradient, beaucoup plus d'espèces au niveau de l'équateur, ici par exemple, vous voyez. Et puis il y a aussi des espèces qui ont des aires de répartition toutes petites, qui sont localisées dans ces aires de répartition. Donc on a du mal à avoir une vision globale de la biodiversité, sachant que même dans l'espace, elle est également très limitée. Au cours des âges géologiques, on sait qu'il y a eu des crises d'extinction, parce que finalement, l'état de la biodiversité, à un moment donné, c'est un équilibre entre la spéciation et puis l'extinction. S'il y a plus de spéciation que d'extinction, on appelle ça une radiation. La vie se diversifie. S'il y a plus d'extinction que de spéciation, là, on a affaire à une crise d'extinction. Alors d'ordinaire, ces phénomènes durent des millions d'années. La disparition des dinosaures, par exemple, à la limite du Crétacé et du Tertiaire, ça n'a pas été un phénomène qui s'est produit en 1000 ans ou en 100 ans. Ça s'est produit sur des centaines de milliers d'années. Et de la même manière, on a tendance à considérer que la crise d'extinction actuelle, en fait, est beaucoup plus lente qu'il n'y paraît. En réalité, c'est faux. La crise d'extinction actuelle est 100 à 1000 fois plus rapide que les crises passées et on commence à en percevoir les effets. Une autre caractéristique de la biodiversité, c'est qu'elle est partout. Alors on le sait un peu malgré tout, mais on n'imagine pas à quel point elle est vraiment partout. Déjà en nous, vous savez peut-être que dans notre corps, nous avons plus de cellules bactériennes que de cellules humaines. Parce que les bactéries sont plus petites, donc elles ont de la place. Mais les micro-organismes existent partout. Vous avez des insectes qui vivent jusque dans des glaces du pôle. Vous avez des bactéries dans tous les sols du monde par milliers d'espèces. Vous avez même des mouches qui arrivent à se développer dans des puits de pétrole. La biodiversité est absolument partout. Et en plus, elle a une autre caractéristique, c'est qu'aucun des éléments de la biodiversité ne vit en isolement. La règle de la biodiversité, c'est l'interaction. Donc, il est absurde de penser à une espèce comme quelque chose d'indépendant. Une espèce, elle est toujours associée à plein d'autres espèces, soit à travers son microbiome, c'est-à-dire les microbes qui vivent à l'intérieur de l'organisme, qui se transmettent de bien des manières, quelquefois de manière très sophistiquée, en même temps que la reproduction de l'organisme.
soit à travers par exemple des pollinisateurs pour les plantes, soit à travers des disperseurs de graines encore pour les plantes, mais il n'y a aucune espèce qui n'est isolée, et évidemment c'est un raisonnement à prendre en compte quand on parle de biodiversité. On ne peut pas parler d'éléments de la biodiversité isolés les uns des autres, il faut en fait parler de systèmes extraordinairement complexes. Alors un des éléments de ces systèmes, c'est quelquefois, c'est qu'avec des approches mécanistes, on essaye de décortiquer leur fonctionnement de manière simpliste, en prenant en compte les espèces qui sont les plus abondantes. Donc on pense qu'en prenant 3 ou 4 espèces très abondantes, on arrive à comprendre le fonctionnement d'un écosystème entier. C'est presque toujours un raisonnement qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, parce qu'en fait, il y a très souvent des espèces rares qui ont des fonctions clés au sein des écosystèmes. Donc si on prend en compte que les espèces abondantes, pratiquement toujours le modèle fonctionnel à brève échéance s'avère très souvent erroné. Donc sur la biodiversité, en guise de conclusion, moi j'aurais juste quelques paradoxes à vous proposer, parce que le paradoxe, c'est souvent une limite à la compréhension. Quelque part, on voit une dimension dans un raisonnement, et puis on n'envisage pas que ce raisonnement, finalement, a des conséquences ou des prolongements qui lui paraissent pourtant opposés au plan intellectuel. Alors tout d'abord, premier paradoxe, comme je vous le disais, la biodiversité, elle résulte d'une très longue évolution. Donc on pense que les choses sont figées, que tout se passe à une vitesse très très lente, mais en réalité, elle est capable d'évoluer très rapidement sous la contrainte ou par manque de contrainte dans un espace, dans une durée de temps qui est beaucoup plus faible que notre vie quotidienne. Deuxième paradoxe qui est important aujourd'hui, c'est que nous sommes partie de la biodiversité. Et malgré que nous en faisons partie, nous avons du mal à la considérer pour elle-même. C'est un peu comme si nous nions notre propre existence en n'étant pas capable de prendre en considération le restant du monde vivant. Puis enfin, c'est vrai qu'on a toujours on réalise souvent des approches quantitatives sur le fonctionnement des écosystèmes. Et quand on pense à des approches quantitatives, on pense que la quantité est plus importante quelque part que la qualité. Et en réalité, on s'aperçoit, comme je l'ai dit juste avant, que les espèces rares, quelquefois, tiennent des rôles fondamentaux. Donc là encore, paradoxe, tout n'est pas important. Tout n'est pas question de quantité. Diapo précédente. Et puis, quand on parle d'espèces, et quand on parle d'espèces qui évoluent, on est bien obligé de se focaliser à un moment donné sur une espèce particulière, mais en réalité, aucune de ces espèces n'est autonome. Donc là encore, c'est un raisonnement simplificateur, de facilité, mais il ne faut pas oublier toujours qu'en réalité, les espèces n'évoluent pas en isolement, elles évoluent avec leurs symbiontes, avec leurs associés, avec leurs interacteurs, positifs ou négatifs selon les moments. Et puis enfin, dernier paradoxe qui n'est pas le moindre, c'est qu'aujourd'hui, elle a beau être partout, la biodiversité, elle a beau être omniprésente, elle a beau être difficile à éradiquer quelquefois quand elle nous embête, mais elle n'en est pas moins gravement menacée, comme le rapport de la plateforme intergouvernementale l'a évoqué. Donc il faut se rendre compte que malgré son omniprésence, malgré sa capacité à évoluer, elle est malgré tout menacée. Vous savez que le rapport de l'IPBES a fait mention d'1 million d'espèces en voie de disparition dans les 3 décennies à venir, et probablement d'un autre million d'espèces gravement menacées dans son intégrité pour les quelques décennies suivantes. Ce qui veut dire qu'on va perdre à peu près, si on ne fait rien, à peu près 1/4 de l'ensemble de la biodiversité existante sur le globe terrestre. Et plus grave que cela, avec ces pertes d'espèces, on va perdre beaucoup de systèmes, beaucoup de services écosystémiques qui nous sont vraiment fondamentaux. On le voit déjà, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Et là se trouve vraiment le problème. Donc il y a des actions transformatives, il y a des actions de remédiation qui ont été proposées par l'IPBES. Et j'ose espérer que nos gouvernants et puis les citoyens d'une manière générale, parce que les actions individuelles sont toujours les bienvenues, en tiendront compte dans les années qui viennent. Voilà, je vous remercie pour votre attention.